chères auditrices et auditeurs. Merci de suivre votre matinale sur les antennes de Radio Grenouille. Il est exactement 8h30. Vous avez été plus d'1 million derrière vos postes de radio hier, un record pour la chaîne. Ça mérite quelques applaudissements. Pour notre revue de presse du samedi 2 décembre 2023, je ne suis pas seul, comme toujours avec une équipe de choc. Pour nous parler d'économie et de faits sociaux, Claudie et Basma, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, bien. Et notre spécialiste des questions écologiques, Amadi, bonjour. Bonjour. À la une du Parisien, une attaque au couteau à Paris le samedi 2 décembre 2023. Paris en deuil. À Paris, non loin de la Tour Eiffel, le samedi 2 décembre, peu avant 22h, selon le Parisien citant une source policière, l'attaque s'est déroulée en 2 temps avec plusieurs armes. L'assaillant aurait d'abord tué un homme au couteau sur le pont de Bir Hakeim qui relie le 15e et le 16e arrondissement. Il aurait ensuite blessé une personne avec un marteau avenue du président Kennedy dans le 16e arrondissement. Une manifestation sous tension du côté de Romans-sur-Isère. Et oui, Prince, la journée de samedi a été plutôt mouvementée puisqu'une manifestation contre la répercussion raciste s'est déroulée à Romans-sur-Isère en solidarité à la famille de Thomas, tué en marge des balles de village 2 semaines auparavant, une information relatée par le Figaro. Ouest France poursuit que 2 autres manifestations prévues à Valence sont également annulées par la préfecture de Drôme en raison de fortes tensions. De l'ultra-droite, une interdiction qui visiblement jette de l'huile sur le feu puisque c'est visiblement la maire de la commune qui en fait les frais. Celle-ci porte plainte pour menace de mort, comme le rapporte le journal Ouest France. Un autre sujet qui fait couler les encres en ce moment, la grippe aviaire découverte à la frontière belge. La Livre mentionne dans l'un de ses articles qu'un foyer de grippe aviaire a été découvert. Dans la province de Limbourg, conséquence, 300 000 volailles vont être abattues. La RTBF, référence de l'actualité belge et internationale, annonce que les risques sont élevés à la propagation de ce virus. Mais des mesures de protection sont très vite adoptées et une zone de surveillance est établie dans un rayon de 10 km dans les lieux contaminés. Et si on parlait un peu d'économie? Dollar aujourd'hui, dollar bleu aujourd'hui, combien se négocie-t-il ce samedi 2 décembre? Lorsqu'on marche à les rues du centre financier de Buenos Aires, c'est au rythme d'une petite musique change, dollar, euro. Une litanie déroulée en continu par les arbolitos, littéralement petit a, parce qu'ils semblent avoir pris racine en fait des agents de change à la sauvette. Ils vendent et achètent à peine dissimulés des devises clandestines, principalement des dollars à un taux parallèle. Le journal argentin La Nación indique que la valeur du dollar bleu au marché noir, comme il est appelé ici, fluctue. Et depuis plus d'1 an, elle représente plus du double du taux officiel. Pour acheter un dollar officiellement, il fallait 105 pesos argentins ce samedi 2 novembre contre 202 dans la rue au taux bleu. Quel intérêt y a-t-il à acheter une devise à près de 2 fois sa valeur? En parlant de valeur, faites attention à qui vous ouvrez votre portefeuille. En effet, comme nous le rapporte Le Monde, le président turc aurait mis en garde ses citoyens face au scandale qui fait ravage, une application de banque qui aurait soutiré des millions de dollars à des célébrités et des stars de football, comme l'ancien milieu de terrain du FC Barcelone, Arda Turan. L'escroquerie rémunérait une grande partie des investissements des clients par le fonds de nouveaux intrants. On peut remercier d'autres journaux comme le Times qui nous révèle l'identité de l'escroc, Mehmet Aydin, 30 ans, arrêté au consulat turc de Sao Paulo après avoir pris la fuite avec un butin qui s'élève à la somme astronomique de 80 millions de dollars. 80 millions de dollars, rien que ça fait réfléchir et c'est plutôt rentable. Ce qui est sûr, c'est que nous ne sommes pas les seuls à être préoccupés par la rentabilité. Nos précieux livreurs de l'enseigne Uber Eats sont eux aussi inquiets pour leur rémunération à cause du nouveau système mis en place par la plateforme le 10 octobre. L'objectif étant de valoriser, comme le cite le point, le temps passé à réaliser la course. Cela fait considérablement baisser le revenu, un échec qui donne bien évidemment lieu à une manifestation à l'échelle nationale, comme le rapporte ABC Bourse. Pas très réussi la stratégie. Les relations entre la Chine et les États-Unis toujours aussi tendues. À la une de BBC, les États-Unis ont dévoilé des règles visant à exclure les composants chinois des voitures électriques vendues dans le pays. Les restrictions sont liées aux incitations gouvernementales pour les voitures électriques fabriquées aux États-Unis.
La grande majorité des batteries de voitures électriques et des minéraux qui les composent, mais les politiciens américains considèrent la dépendance excessive à l'égard des fabricants chinois comme un risque économique et sécuritaire. Une COP28 qui fait polémique, mon cher Amadi. En effet, d'après le Figaro, la conférence des parties sur le climat, la COP28, base son plan à Dubaï, au cœur des Émirats arabes unis, un lieu souvent associé à la grandeur et à la prospérité. Malgré sa position en tant que 7e plus gros producteur mondial de pétrole, Dubaï est confronté à des défis environnementaux majeurs, avec l'une des empreintes carbone par habitant les plus élevées au monde. Ce paradoxe est exacerbé par un mode de vie extravagant caractérisé par des constructions démesurées telles que des îles artificielles et des centres commerciaux climatisés. Pendant ce temps, selon Le Monde, le président français Emmanuel Macron a partagé les priorités de la France dans la lutte contre le dérèglement climatique. Parmi ces initiatives, la France a lancé une campagne visant à mettre fin au financement privé de nouvelles centrales à charbon, soulignant ainsi son engagement en faveur d'une transition énergétique. De plus, la France a signé une déclaration ambitieuse visant à tripler les capacités nucléaires d'ici 2050, démontrant une approche diversifiée dans la quête de solutions durables. C'est bien pour tout ça, mais qu'en est-il de l'avenir du nucléaire? Selon les Échos, l'avenir, il y a la miniaturisation. Une entreprise américaine, TerraPower, envisage d'utiliser le sodium pour refroidir les centrales nucléaires de nouvelle génération. Ce concept promet des centrales nucléaires 3 fois plus petites et moins coûteuses, éliminant le besoin de grandes quantités d'eau et de tours de refroidissement massifs. La chaleur produite par le réacteur pourrait même être conservée et réutilisée, réduisant ainsi le gaspillage d'énergie. Bill Gates finance la construction d'une première centrale de ce type dans le Wyoming, avec une prévision de mise en service dès 2030. Cette tendance à la miniaturisation dans le secteur nucléaire est observée par de nombreux projets novateurs à travers le monde. Des JO d'hiver qui ne font pas l'unanimité. Et oui, manifestation contre les JO d'hiver 2030 dans les Alpes, dans le magazine Reporter, le métier de l'écologie. Les manifestations sont prévues ce samedi dans les Alpes françaises à Albertville en Savoie et à Briançon et Gap dans les Alpes, en opposition à l'accueil des Jeux Olympiques d'hiver 2030. Le mouvement NoJO cherche à faire entendre sa voix pour promouvoir une vraie transition écologique dans le territoire de montagne, remettant en question les bénéfices réels des JO pour ces régions. Toujours dans le domaine du sport, une bonne nouvelle pour les amateurs de tennis, il revient à titrer l'équipe. Après 12 mois d'absence et une dégringolade au classement 663e joueur mondial, Rafael Nadal, 37 ans, a annoncé hier son retour à Brisbane début janvier, avec le fol espoir de terminer en beauté à Paris pour le Grand Chelem parisien et le tournoi olympique. Du côté de nos confrères espagnols AS, à la une, Bienvenido annonçant ainsi le retour de Rafael Nadal sur les cours de tennis. Parlons rugby. Les Bleus qualifiés pour les quarts de finale à Dubaï, à la une du Figaro. 2 matchs, 2 victoires. L'équipe de France féminine de rugby à 7 à Dubaï, victorieuse face au Canada 29-0, puis face à l'Espagne 28-7 samedi, les Bleus se sont qualifiés pour les quarts de finale avant même leur dernier match de poule face aux États-Unis. Football. The Guardian met en avant le tirage au sort de l'Euro 2024. L'Angleterre affronte le Danemark, l'Écosse rencontre l'Allemagne et en match d'ouverture, Gareth Southgate a promis que l'Angleterre pourrait gérer la pression de concourir pour remporter leur Euro 2024. Nous leur souhaitons bonne chance. Coupe du Monde U17, toujours dans le Figaro. Mal embarqué dans le groupe H, la Corée du Sud s'est imposée en toute fin de match face au Portugal et se qualifie alors pour le 8e de finale. L'Uruguay et le Ghana, malheureusement, passent à la trappe. Pour clôturer notre revue de presse avec un fait bien insolite, rapporté par Tendance Ouest dans l'Orne, ils battent un record du monde. Les habitants ont battu un record du monde, ils ont réalisé la plus longue chaîne de trombone. Cette action est au profit du Téléthon. L'angle de 2565,4 mètres, passé village dans l'Orne, bat un record qui s'établissait jusqu'à présent à 1997 mètres, détenu par Ben Mooney, un Britannique de 11 ans. Maintenant, vous savez ce qu'il nous reste à faire. C'était la matinale sur la radio Voix de Caen. On se retrouve demain, même heure, même radio. Merci.
Très bien, super, très très dynamique, très pro, les casques et tout. On s'y serait plus. Non mais c'est très bien, la parole a bien circulé, c'est bien aussi de vous être spécialisé sur des sujets, comme la rubrique écologie, en plus d'être allé voir un média comme Reporter, vous êtes les premiers à l'avoir utilisé, c'est bien. J'ai juste trouvé que le premier sujet était traité de manière un peu rapide, c'est-à-dire que tous les sujets avaient à peu près la même durée, alors qu'on aurait pu faire un peu plus décroissant. Voilà, c'est-à-dire commencer par un sujet un peu plus longuement développé, et puis ensuite faire des sujets plus courts. Bon, après, en même temps, c'est parce que vous êtes un peu répartis les choses. Chacun avait un peu sa rubrique, donc ça se comprend. Sinon, ça déséquilibrait. Enfin, j'ai bien compris que ça allait déséquilibrer les tours de parole, sinon. Donc, c'était possible. Après, dans une revue de presse classique, c'est vrai qu'il y a un gros sujet qui va occuper, en gros, pratiquement un tiers, et puis ensuite, on fait des sujets plus courts. Mais bon, ça se justifiait. Et puis, pour le reste, voilà, c'était très bien. Et puis, vraiment, quelque chose dans l'esprit vraiment de la radio, quoi, avec beaucoup de dynamisme, une lecture à haute voix très maîtrisée. Un choix de sujets intéressants, plein de sources différentes. C'est une très bonne revue de presse. Voilà. Merci. Merci. Bravo. Merci à vous. Il va y avoir des vocations dans les médias, je le sens. Heureusement, ça n'embauche pas des